Ma question, d'abord, est-ce que vous avez bien conscience que le temps de la justice est un paramètre essentiel du point de vue du regard des citoyens et qu'effectivement, quand j'entends qu'il y a des instructions en ce moment sur Kader Arif, c'est le quinquennat de François Hollande, sur Éric Woerth, c'est le quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy, que dans le même temps, il y a des affaires de députés qui ont été par le droit commun jugées en à peine une année, on a un regard qui, à l'évidence, voit que c'est une formation de jugement spécifique, mais c'est une formation de jugement spécifique de faveur. Donc, ce premier aspect est quand même essentiel. Et donc, ma question extrêmement simple, est-ce que si la Cour de justice de la République avait la capacité de s'auto-saisir, comme le parquet national financier, est-ce que ça permettrait pas justement sur ces questions de délai de réduire de beaucoup les choses et donc de rapprocher, on va dire, le citoyen de cet exercice de justice très particulier, quel qu'il en soit. Par ailleurs, c'est une autre question, mais vous y avez répondu. Moi, je comprends absolument pas, si ce n'est dans l'histoire de sa création, que font les parlementaires dans cette histoire. Voilà, tout simplement. Ça, c'était juste une remarque. Merci. Alors, je vois que M. Perse s'est signalé pour intervenir. Je lui laisse du coup volontiers la parole. Il y avait une question qui m'était directement adressée de la part du rapporteur. Alors, lorsque la commission des requêtes rend une décision, notamment une décision de classement sans suite, elle le fait toujours. Alors, c'est une décision qui n'est pas susceptible de recours de la part des intéressés, mais elle rend toujours sa décision en l'état des éléments qui lui sont soumis. Ce qui veut dire que le dossier est classé sans suite, mais il est toujours possible qu'ultérieurement, une nouvelle saisine émanant éventuellement de la même personne, faisant état d'éléments nouveaux, vienne à nouveau devant la commission des requêtes et que celle-ci soit d'un avis différent. C'était pour répondre à la question disant est-ce que vous n'avez pas des fois regretté d'avoir classé sans suite des procédures? Je veux dire, nous avons toujours la possibilité d'être à nouveau saisis et dans ce cas-là, si nous avons des éléments que nous estimons plus pertinents, eh bien, nous pouvons donner un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction. Quant à l'autosaisine, je laisserai au président de la Cour de justice de la République de se prononcer. Ça peut être dangereux parce qu'en principe, un juge ne s'auto-saisit pas, hein, même en droit commun, hein, je veux dire, donc c'est un peu délicat. Et enfin, dernière observation en ce qui concerne les liens avec la presse, notamment la commission des requêtes, elle participe de la procédure pénale, nous sommes en matière pénale et nous avons à la fois des obligations qui tiennent au statut de magistrat, des règles déontologiques et nous avons aussi l'article 11 sur le secret de l'enquête et de l'instruction. Voilà. Et enfin, toute dernière précision avant de laisser la parole. Lorsque je disais qu'il ne fallait pas, il fallait éviter de paralyser l'action des membres du gouvernement, je disais que c'était le rôle de la commission des requêtes dans son rôle de filtrage, c'est pour éviter les plaintes téméraires, les plaintes fantaisistes qui sont là pour perturber l'action d'un tel ou d'un tel. C'est évident que s'il y a des éléments très sérieux, eh bien dans ce cas-là, il faut saisir et effectivement, même s'il y a une paralysie, peu importe. Voilà, j'en ai terminé. Bien, merci. Est-ce que M. Parlos, M. Pot, Mme Drey voulez répondre? Madame Drey, je vois, allez-y. Alors, ce que je voudrais dire, c'est, là, on vient d'évoquer une autosaisine par les juges. Le juge ne s'auto-saisit pas, il est saisi. Je pense que on pourrait, ça n'entre pas dans la façon de fonctionner de la justice française et dans les principes classiques de la justice française. Il impose de l'indépendance. Là, je peux vous faire part de mon expérience professionnelle, personnelle. Je dois vous dire que l'indépendance, c'est certes un statut, ça relève du statut, mais c'est surtout l'intéressé lui-même, le travail quotidien, et qui en est le fondement, l'assise, et en réalité, la condition sine qua non.
quotidiennement, je vous le dis très honnêtement, quotidiennement, ce travail intérieur d'indépendance a été fondamental. Le statut, je dirais presque le statut, c'est vis-à-vis de l'extérieur, et je comprends tout à fait que la confiance du citoyen dans sa justice dépend eh bien, de l'apparence, en tout cas des textes qui sont connus et qui sont censés régir nos institutions. Mais il y a le travail intérieur qui est la garantie et qui se traduit comment? Dans la décision, et qui s'explique comment? Par le juge. Je crois qu'il y a un effort de motivation à faire, d'explication à faire. Les médias sont utiles à ce point de vue, et je dois dire que on peut, puisque votre sujet est celui de l'indépendance, cette indépendance doit inclure, à mes yeux, la compréhension ou la perception par le justiciable de cette indépendance au travers du comportement du magistrat, mais également, surtout, au travers de ses décisions. Là, je crains d'avoir dès lors enfoncé quelques portes ouvertes. Mais, malgré tout, ce sont des évidences. Et il convient parfois de les rappeler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 29, c'est ça, on est le 29 juin 2020. Je suis en compagnie de Anne donc, pour les précisions juridiques, puisque donc en amont, vous avez eu donc les acteurs de la Cour de justice de la République, et notamment le premier intervenant qui est un rapporteur, qui dit donc une chose essentielle. Est-ce qu'on a besoin des parlementaires dans cette histoire pour juger donc le cas des jésuites? Moi, évidemment, il me semble que non. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des renards jésuites dans l'Assemblée nationale, au Sénat. Notamment, je ne sais pas si vous avez entendu donc Madame Drey qui est intervenue en disant que le juge ne doit que juger, ne doit pas intervenir. À ce moment-là, elle demande au juge de se comporter donc comme les trois singes. Je ne vois rien, je ne dis rien et j'entends rien, même si je sais que la nation est en danger. Alors qu'il y a quand même moralement, je veux dire chez l'être humain, donc un devoir d'assistance, que ce soit donc un État ou une personne qui se trouve donc en délicatesse, voilà, avec un système despotique comme c'est le cas. Voilà. Alors donc Monsieur Pott, qui est le président de cette Cour de justice de la République, c'est le barbu, et donc il déclare une chose essentielle: l'indépendance de la justice. Voilà. Là, vraiment, c'est le point clé. Bien. Vous savez que cette commission donc de la République, qui est en train de se réunir, d'examiner donc notre plainte, elle s'est réunie donc le 22 juin. On n'a toujours pas de nouvelles alors qu'on est le 29. Voilà. Donc ça met un certain temps apparemment. Bref, en passant, et ça y est, j'ai perdu le fil, mais je vais le retrouver. Où je voulais aller? L'indépendance, voilà. Donc, une fois que cette plainte donc est examinée, donc elle est transmise au procureur général, qui est donc en la personne de Molins. C'est ça, Molins, bien. Alors avec Anne, évidemment, nous avons fait quelques recherches et nous sommes aperçus que Molins sort d'un établissement jésuite en compagnie de Dominique Baudis, qu'il a été aussi le chef de cabinet d'Alliot Marie. Voilà. Alors nous pensons tout simplement qu'on ne peut pas être juge et partie prenante. Et je prends donc la responsabilité en mon nom propre de récuser ce procureur général, mais aussi de récuser donc la présidente de la commission d'instruction, Madame Drey, c'est cette personne-là que vous avez entendue sous ses masques, voilà, qui déclare que le juge n'a pas à se saisir. Voilà. Et donc je désirerais ardemment que le général Hervé Renaud donc fasse partie de cette commission et le magistrat donc Serge Portelli, parce que bon, dans le panorama, si vous voulez, juridique, c'est les seules personnes qui me paraissent intègres. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais demander à Anne, si vous voulez, donc la suite de notre affaire, puisque figurez-vous, Anne donc me confirme que la Cour de justice de la République, d'accord, doit motiver son refus. Alors, explication. C'est-à-dire? Parle fort, parce que...
Vas-y. Eh bien, si jamais il refuse d'instruire les requêtes concernant les crimes de trahison des ministres jésuites, ils devront motiver leur décision. C'est-à-dire nous donner les raisons pour lesquelles ils n'instruisent pas. D'accord. Et comment est-ce qu'on motive une telle décision alors qu'ils ont été déjà jugés en... Je ne sais pas. Je ne sais pas quel motif ils pourront invoquer. Donc, Voilà, parce qu'il y a en fin de compte, il y a eu deux jugements. Il y a eu 1761, où là, on leur a interdit complètement l'enseignement. Et d'exercer des fonctions publiques. Et en 1762, où là, Louis XV, la cour de Louis XV les chasse définitivement. Et interdit de les rétablir. Et il y avait interdiction de les rétablir. Oui. Même d'acquiescer à leur rétablissement. Ce qui fait que même un magistrat qui ne condamne pas ce rétablissement acquiesce donc à ce rétablissement et se retrouve en porte-à-faux avec la jurisprudence. C'est en porte-à-faux avec la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il est réputé être en connivence avec un État étranger. D'accord. Ouais. Bon, bah alors vous entendez que la voix de Anne, parce qu'elle est assez timide devant l'écran, et je dois dire que c'est très 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 difficile de s'exprimer devant un écran. Moi qui suis très timide, croyez-moi que ça me demande un effort considérable et le temps tourne. Oui. Et en fait, ils ont été condamnés au moins 3 fois par la justice française. La première fois pour le régicide d'Henri III, ils étaient impliqués. Ouais. La deuxième fois pour une tentative de régicide sur Henri IV, ils ont été bannis. Et la troisième fois sur ces constitutions qui ont été découvertes depuis l'affaire Lavalette en Martinique. Ouais, Lavalette qui était un esclavagiste, il avait à peu près 2000 esclaves à travers donc toute la Caraïbe. Voilà donc mes abonnés, donc où en est donc la procédure. Je vous avais averti avant qu'ils avaient placé leurs pions un petit peu partout. Moi, je ne pratique pas la langue de bois. Ce procureur, je n'ai pas confiance en lui. Madame Drey, de la commission d'instruction, je n'ai pas confiance en elle, je les recuse d'avance, mais si la Cour de justice, donc je ne vois pas comment, ne pourrait pas donc acquiescer les condamnations précédentes par leur père de 1762, donc à ce moment-là, on va avoir donc le procureur Molins et Madame Drey qui vont traîner du pied, qui vont essayer de mettre un couvercle sur cette affaire, et puis pendant ce temps-là, nous évidemment, nous sommes donc dans l'indifficulté, dans les agressions, dans l'incertitude, et on commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Alors écoutez, puisque vous voulez garder le pouvoir en force, au moins laissez-nous une porte de sortie, parce que nous, depuis le départ, ce que nous demandons, c'est une réserve naturelle pour les êtres humains. Moi, j'empêche pas Cro-Magnon et compagnie de vivre ensemble. Voilà. Alors, à bon entendeur, les jésuites, salut. Mais donnons le maximum d'importance au constat. Et puis, éventuellement, si des faits nouveaux ou qui ne cadrent pas avec la première idée qu'on a eue apparaissent, si par des recoupements on se rend compte qu'après tout, la personne qu'on a crue blanche et noire, ou grise, ou bleue ou verte, eh bien, on modifie sa palette. Mais d'abord, le constat, au nom du ciel ou de la terre, de Dieu ou du grand architecte de l'univers, les constats. Gardez l'amour de compagnie, ôtez Jésus d'entre nous, où vous connaître en Italie, pour la compagnie du démon. Jamais les doges de Venise n'ont rien fait de plus glorieux que quand pour défendre l'Église, ils vous ont chassé de chez eux. Il ne reste plus que la France à vous dire.
sont là. C'est qu'on